Eh bien bonjour, vous êtes dans l'actualité des luttes comme tous les jours de 12h30 jusqu'à 14h. Aujourd'hui avec Joël qui est à la technique et en même temps avec nous au micro. Nous allons revenir sur un festival, une rencontre, une convergence qui a eu lieu le 26, 27 et 28 août 2011 dans les Cévennes, à Lézan exactement. Nous nous y sommes rendus, nous nous avons même appelé à y aller. Il s'agissait donc à l'initiative des collectifs contre le gaz de schiste de faire une convergence citoyenne pour une transition énergétique. Voilà. Donc déjà, à la base, citoyenne, ça ne nous plaisait pas trop, mais on avait envie quand même d'aller voir un peu ce qui se passait pour essayer de comprendre comment les collectifs à la base contre les gaz de schiste qui ont toute cette année impulsé des luttes extrêmement massives, s'y prenaient pour créer d'abord une convergence des collectives et puis en même temps sur d'autres réalités et réfléchir sur une transition énergétique possible. Donc on s'y est rendu, ça c'était la première chose qui nous intéressait, bien que il y avait des choses comme ça qui nous semblaient pas très bon. Et puis une deuxième chose nous intéressait aussi énormément, c'était de travailler collectivement avec d'autres radios libres. Puisqu'il s'agissait des animateurs de différentes radios libres, ensemble, d'organiser des plateaux, des discussions, des reportages pour couvrir cet événement tous ensemble. Donc, il s'agissait de Radio Escapade, de Radio Sainte-Afrique, de la Radio Système à Vauvert, l'Alliance Plus à Nîmes et Radio Pays d'Hérault et Fréquence Paris Pluriel. Aussi, rajouter que ces émissions que nous avons réalisées donc sur place avec un léger différé puisqu'il n'y avait pas de raccord internet possible, toutes ces émissions étaient rediffusées sur 15 radios sur l'ensemble de la France. Donc c'était une expérience pour voir comment il était possible que des radios travaillent ensemble et puis rediffusent des programmes sur leurs différentes radios. Donc de ce point de vue-là, la collaboration a été très intéressante pour nous, les discussions, les plateaux, les reportages, humainement aussi, ça compte, Joël, je ne sais pas ce que tu en penses, ça a été vraiment très, très, très sympa. Voilà, de ce point de vue-là. Par contre, d'autres points de vue, et pour nous, c'était très important de revenir donc, sur cette expérience, d'abord parce qu'on l'a couverte ensemble et que pour nous, Radio Libre, il ne s'agit pas de cirer les pompes, mais bien de faire de l'information. On ne prétend pas à l'objectivité, puisque nous avons chacun des points de vue, donc il s'agit de les faire valoir. On va revenir là-dessus puisqu'on était donc 3 animateurs de Fréquence Paris Pluriel à nous rendre à Lézan. Il y avait Joël, 2-0 Hebdo, ouais. On t'entend pas. Non, ouais. Il y avait Cyril qui est à la fois 0 Hebdo mais aussi anime des émissions Zoom Écologie. Et puis il y avait moi sur l'actualité des luttes. Et tous les 3, on a été quand même particulièrement choqués par différentes réalités politiques sur lesquelles on voulait absolument revenir pour ce retour de Lézan. Donc une émission a eu lieu la semaine dernière sur Zéro Hebdo où nous avons tous participé, essayé de dire un petit peu ce qu'on en pensait. Donc on va tout simplement, dans un premier temps, l'écouter et revenir sur cette histoire de Lézan, à la fois après avec un autre reportage sur la question du citoyennisme, parce que citoyen, pour sûr, on l'a entendu. Et puis après, nous aurons Fabien qui était à Lézan, qui fait partie des collectifs Stop Nucléaire, donc il nous parlera un petit peu de comment ça s'est passé pour lui. Voilà, écoutons le retour sur Lézan. Nous, on va un peu parler de ce qu'on a vu et de ce qu'on a vécu un petit peu sur Lézan ce week-end. Donc, c'était pour Convergence énergétique. Donc, c'était un rassemblement de discussion autour de l'énergie. C'était à l'initiative des collectifs contre le gaz de schiste. Et le nucléaire aussi. Et voilà, notamment. il y avait aussi beaucoup la question du nucléaire qui était présente. Voilà, donc on a Nadia en ligne avec qui on est parti ce week-end. Ouais, donc on est partis tous les 3 à Lézan pour voir un peu ce que c'était. Moi, ce qui nous intéressait, c'était de voir un peu comment les différents collectifs anti-gaz de schiste, qui ont énormément mobilisé depuis quelques mois sur cette question-là, en faisant une information très très riche, intéressante.
Et ce qui nous intéressait, c'est de voir comment ça s'organisait un petit peu à la base et puis après comment ça se coordonnait. Après, il y avait la volonté d'élargir un peu le débat sur la question du nucléaire et d'autres énergies. Bon, donc on s'est dit un peu comme ça, naïvement, on va dire, dans un premier temps, que c'était intéressant d'aller voir un peu ce qui se passait là-bas. Et on a été immédiatement relativement atterrés, enfin en tous les cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai été atterrée par le mélange, la cohabitation entre à la fois... il y avait de tout. Il y avait de tout. C'était un espèce de mélange où tout le monde s'acceptait, où il y avait aussi bien du mystique, du charlatan, des collectifs de base, des grosses ONG, puisqu'il y avait quand même Greenpeace, il y avait les Amis de la Terre, il y avait quand même des grosses structures, très très subventionnées avec beaucoup d'argent, qui se rassemblaient donc à l'ESAN pour discuter ensemble. Et il y avait aussi, donc quand je parlais des mystiques, il y avait un truc qui s'appelle la marche du vivant. Alors moi personnellement je ne connaissais pas du tout, j'ai été hallucinée. Donc c'est on vous en parlerez peut-être parce que vous avez pu chercher un peu d'informations sur le net sur les gens en question. Bon, c'était vraiment peut-être il y avait aussi un peu du choc de culture parce que c'est vrai que nous débarquant de Paris, on n'a peut-être pas l'habitude de voir autant de babas au mètre carré, quoi. Donc c'était assez étonnant avec des gens habillés de toutes les couleurs, ou tout orange ou tout rouge, avec toute une mystique autour des couleurs, de l'énergie, du solaire, de tout ça. Très très présent puisque c'est eux qui entre autres s'occupaient vachement de l'intendance, de la bouffe, de plein de choses. Donc ils étaient vraiment partie prenante de l'organisation de cette rencontre. Il y avait, et on en reparlera aussi, alors bon, carrément des charlatans, des mecs avec pignon sur rue, tentes, etc., avec la possibilité, ils ont fait plusieurs réunions pour discuter de l'énergie libre. Alors vous verrez, c'est assez marrant, on a essayé d'interviewer le mec qui prône ça. Voilà, c'était n'importe quoi, n'importe quoi. Bon, enfin, on était super emmerdés parce qu'on savait plus pas par trop quelle boule prendre. Et puis bon, nous on avait appelé à aller à ce rassemblement parce que on était un certain nombre de radios libres à couvrir l'événement. Donc pour nous, c'était intéressant en tant que radio libre de travailler ensemble, de voir comment on pouvait bosser ensemble. Le rediffuser, bon, c'était aussi une tentative pour nous en tant que radio libre, en tous les cas, de travailler avec d'autres et puis de réfléchir, d'échanger nos savoirs. On avait implanté un petit studio sur les ans même où il y avait 2 ou 3 plateaux par jour où on demandait à des gens de venir raconter un peu ce qui se passait dans les différents ateliers parce qu'il y avait quand même 4 ou 5 chapiteaux où toute la journée de 10h du matin jusqu'à 19h le soir, il y avait des débats, des rencontres. Donc il y avait les gens de Nantes qui étaient venus, contre l'aéroport qui étaient présents. Enfin, il y avait quand même pas mal de richesses, de potentiel, de choses possibles. Et puis en même temps, c'était tellement, mais n'importe quoi, que c'était atterrant, quoi. Moi, j'ai assisté à une discussion sur, à la fois, la discussion, c'était analyse systémique, organisation, coordination. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, allons voir. Et il y avait un mec qui parlait de ce que c'était que l'analyse systémique, normalement, c'est un système qui sert plutôt à discuter autour de la communication, du rapport à l'autre, qui est très employé dans les métiers d'animation, etc., de psycho. Et là, il le calquait à l'analyse politique et c'était du grand n'importe quoi. Je veux dire, c'était n'importe quoi. Et il y avait une espèce de dépolitisation du débat. Bon, tout le monde se disait quasiment apolitique. Alors bon, moi, j'hallucinais. Ah bon, vous êtes apolitique, mais on est là pourquoi, quoi? Apolitique, citoyenniste, avec donc du coup tout ce débat autour du citoyennisme qui a eu lieu il y a une dizaine d'années et qui me paraissait quand même assez intéressant. Et là, repartir de zéro, ça me paraissait vraiment mais incroyable, quoi. Parce que c'est le citoyennisme, c'est une manière de dépolitiser, bien évidemment, de nier la question de la lutte de classe, la soumission au cadre légal, c'est-à-dire on est dans le cadre légal de la République et on n'en démord pas, donc le problème se pose de comment on va se faire entendre, quels moyens les comités de base vont pouvoir utiliser pour se faire entendre, puisque là, visiblement, malgré la mobilisation, malgré les arguments,
malgré l'évidence de la pollution que va produire l'extraction des gaz de schiste. Visiblement, ça ne suffit pas à l'État aujourd'hui pour renoncer à ce projet-là. Donc après, se pose la question du rapport de force à créer pour se faire entendre et pour faire reculer l'État sur ces projets complètement déments. Et là, un peu calme plat quand même. On a eu quand même presque, c'était les maires des petits villages qui étaient les plus dynamiques, les plus virulents, quoi, presque à appeler à l'insurrection, alors que les collectifs de base se posaient pas en tous les cas toutes ces questions-là. On a eu la possibilité d'interviewer, je pense que je vous le passerai mardi prochain, le débat sur le citoyennisme, parce que on a pu avoir des gens des collectifs de base. Et c'était, dans les collectifs, il y a tout. Il y a tout. Ça va du Front National à l'extrême gauche. Et puis, ça se passe plutôt bien quand même. Alors c'est vrai que moi, je me doutais pas à quel point l'écologie était un sujet qui pouvait faire consensus entre des gens qui devraient pas pouvoir travailler ensemble. Je veux dire, c'est dans le jardin, ça va polluer. Donc, aussi bien un gendarme, aussi bien un adhérent du Front National, qu'aussi bien un baba qu'un mec d'extrême gauche peuvent se retrouver sur les collectifs de base pour essayer de se battre ensemble contre les gaz de schiste. Tout ça est très très délirant et j'avais vraiment l'impression qu'on repartait de quasiment zéro sur la question de la lutte et qu'il y avait toute une histoire des luttes qui était complètement gommée. Et qu'on repartait tous à zéro avec c'est vachement bien, on est tous ensemble, on s'écoute, c'est plus ou moins n'importe quoi. Alors quand même, on a eu droit, parce que nous on est resté 3 jours complètement sur le camp du matin jusqu'à la nuit, puisqu'on dormait en tente sur place, et on a quand même eu droit, pour dire le délire quand même, à une danse un peu genre tam-tam, chorale et danse pour essayer de conjurer la pluie. Et tout le monde délirait là-dessus, quoi. Alors Nadia, donc justement à propos de cette danse pour conjurer la tempête et la pluie, effectivement le vendredi, fin d'après-midi soirée, je vois tout le monde qui est mort de rire là, au studio. Ouais, il y a eu ça, on a assisté à ça quand même, on a vécu ça. Il y a un Mistral de ouf qui se met à se lever, qui commence à envoler des tentes, les chapiteaux qui commencent, on démonte tout, tout le monde s'arrête et compagnie, et il y a les mystiques chelous qui commencent à nous faire une espèce de rituel pour repousser la tempête. Justement, en fait, c'est le moment de lancer un petit peu là-dessus, parce que était très présent au milieu de ça, cette fameuse marche du vivant. Et quitte à nous causer quelques fâcheries avec un peu des gens de là-bas qui les aiment bien malgré tout, on va écouter Thierry qui nous parle d'eux. Alors, là, il y a des gens là qu'on vient d'interviewer, je les ai interviewés tout à l'heure cet après-midi. Ils sont assez nombreux sur le camp. Alors en fait, pour nous Parisiens, ça nous paraissait un peu, bizarre, un peu étrange. Alors ça s'appelle la marche du vivant, après ça s'appelait le rêve d'évolution, les guerriers de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est ces gens, Thierry ? C'est des gens qui se sont rencontrés à Aurillac, dans une maison qui s'appelle la Maison du Pont, chez Sébastien Pichot, qui se fait appeler Uto. Et Uto, c'est un fanatique des couleurs. Pour lui, les couleurs ont un rôle, ont un sens, ont un effet. Les couleurs marquent les sentiments, les émotions qu'on a. En fonction de ces émotions, il faut s'habiller soit entièrement en orange, soit entièrement en vert, entièrement en jaune, etc. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y passent. Et pour lui, c'est bien de vivre en groupe avec toutes ces couleurs, parce que l'ensemble du groupe reconstitue toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc il a fondé quelque chose qu'on pourrait appeler la religion des couleurs de l'arc-en-ciel. En 2007, il a décidé, pour se faire connaître, d'organiser une marche de l'Aude jusqu'à Paris, qui s'appelle la marche du vivant. Et c'est une marche qui est partie du pic de Bugarache, entre Couiza et Quillan, dans l'Aude. Le pic de Bugarache, c'est le sommet des Corbières. Et
à ce moment-là, ils ont décidé de suivre ce qui s'appelle la Méridienne verte, une ligne nord-sud qui permet d'arriver jusqu'à Paris. Et c'était une marche à pied en tirant des chariots à bras, dans lequel il y avait le matériel de camping. Et assez vite, c'était au moment, en 2007, de la campagne électorale pour l'élection. À la fin, c'est Sarkozy qui a été élu, quoi. Et ils voulaient arriver au cœur de la campagne électorale ou de la fin de la campagne électorale à Paris. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais très vite, au sein de la marche, il y a eu des dissensions parce que le gourou Hutto est très autoritaire. Il exige que les gens s'habillent comme ceci, comme cela, etc. Donc à la hauteur de Toulouse, il y a eu une scission. Et d'autres personnes ont décidé de s'appeler la marche des possibles. Et ils ont continué à marcher dans la même direction, mais complètement séparés. Et les deux marches sont arrivées à Paris à peu près en même temps. Et la marche des possibles a été hébergée à Nanterre, à la ferme du Bonheur, qui est sur à ras du campus de Nanterre. Et la marche du Vivant avec Hutto, eux, ils ont été hébergés à Vincennes, au théâtre où il y a Ariane Mouchkine, la cartoucherie, voilà. Et à cette époque, il y a eu sur Internet toute une polémique sur cette marche du vivant, notamment un ingénieur qui est devenu spécialiste de la notion de décroissance, qui s'appelle François Schneider, qui a organisé il n'y a pas longtemps à Paris un colloque international sur la notion de décroissance. Lui, à ce moment-là, on appelait ça, il avait appelé son expérience les colporteurs de la décroissance. Et il avait un âne, l'âne portait ses bagages et il allait à pied de village en village, et dans chaque village, il organisait des réunions sur la notion de sobriété énergétique, sur la nécessité de simplifier son mode de vie pour moins consommer dans les supermarchés, moins consommer d'énergie. Et il était très connu pour cette marche avec son ânesse qui s'appelle Jujube. Et lui, il avait publié sur Internet, sur le site décroissance.info, une note qui s'appelait « Nous ne participerons pas à la marche du vivant ». Et il dénonçait dans cette note l'aspect sectaire de la marche du vivant. À savoir que Schneider en question, donc sur le site décroissance.info, moi j'ai retrouvé la note. Effectivement, ça, c'est en quelques lignes. Ça déjuste une espèce d'évidence, c'est que les mouvements mystiques dans ce genre-là, ça conduit à la manipulation de l'individu. Enfin, c'est n'importe quoi. Et peut-être tu peux nous passer parce que. Mais alors, il y a une espèce de prêtresse apparemment qui elle des fois s'habille en blanc et distribue les couleurs. Attention parce que c'est important. Il y a eu un moment dans l'événement des couleurs qui étaient mal arrangées et ça dégageait quelque chose de négatif sur le rassemblement. Ouais. Donc il a fallu mettre les couleurs dans le bon ordre pour que ça fasse le bon effet. Si tu peux nous envoyer les gourous. Voilà, j'ai l'impression que vous avez un rôle assez important dans l'organisation du festival. Peut-être je me trompe. Disons que c'est pas un rôle dans l'organisation, c'est dans la présence plutôt. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça veut dire que au sein de la famille Arc-en-Ciel, qu'on soit de l'Ardèche, des Cévennes, des Pyrénées ou des quatre coins du monde, oui, on est une famille Arc-en-Ciel et voilà. Donc quand on sait que des campements sont posés, on est présent. D'accord. Alors moi qui ne suis pas du tout au courant, puisque je suis plutôt de la région parisienne, c'est quoi Arc-en-Ciel, la famille Arc-en-Ciel ? C'est un lien avec la prophétie des guerriers arc-en-ciel qui était annoncée par les Amérindiens. Comme quoi un jour viendraient des êtres habillés d'une couleur et qui amèneraient le retour des vertus sur terre, comme la paix, l'amour, la beauté, la joie, la vérité et ainsi de suite. Voilà. Alors là aujourd'hui, vous deux, vous êtes habillés complètement en orange. Voilà. Des pieds à la tête. Des pieds à la tête, voilà. Alors l'orange c'est ? C'est la foi à la sainteté laïque. Pour ramener de la laïcité dans tous ces combats qui sont... Et là, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens de cette famille sur le camp. Parce qu'il y a plein... réunis, là. Vous êtes combien à peu près ? Chaque jour, il y en a de plus en plus. Donc on ne peut pas connaître le nombre. Le nombre, il est infini. D'accord. Toi, tu peux en devenir une, si tu l'es déjà.
déjà. Faut en rire, mais c'est quand même Ouais. inquiétant. Enfin, Ce qui est inquiétant, c'est qu'on est sur quand même une mobilisation qui est sérieuse autour des gaz de schiste et autour du nucléaire. C'est des questions qui demandent autre chose que ce genre de Gugus, délire, ouais. quoi. Faut arrêter. Et puis c'est pas fini parce qu'on avait aussi là-dessus un stand l'énergie libre. Alors c'est un truc, c'est pas de la physique. Parce que les physiciens, ils n'ont rien compris, mais la métaphysique explique tout. Et en fait, dans l'univers, il n'y a qu'une seule force qui s'appelle le magnétisme. Et grâce à ça, on fabrique un moteur surnuméraire. C'est-à-dire, c'est un moteur qui produit plus d'énergie au final que ce qu'il consomme au début. C'est-à-dire qu'en gros, avec un moulin de 2000 watts, on fait 8000 watts et même plus. On va écouter, le Gugus. s'il te plaît, le Gugus là, qui s'appelle Franck Athème. Voilà. Je vais en parler après. Mon père, il a réalisé des systèmes où on peut, donc Léon Raoul Athème, où on peut récupérer une partie de ces principes dans le monde concret, où évidemment les conditions sont très différentes des conditions naturelles dans le vide spatial, mais on peut quand même récupérer certains principes comme celui de la dégravitation pour... Vous en avez fait l'expérience? Oui, j'ai un petit appareil là que je peux vous montrer, mais bon, avec le micro, ça servira. Vous allez tout de suite aller faire une conférence sur le festival? Moi, j'avais un petit problème avec votre appareil. J'ai vu la démonstration, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit deux aimants tourner. Le problème, c'est que le premier, il est actionné par un moteur à ressort. Évidemment, puisque Donc- vous avez dit qu'on ne donc- pouvait pas reproduire tous les systèmes tels qu'ils sont dans la nature. Si on était dans le vide spatial, il n'y a aucun besoin de moteur. L'univers n'a pas besoin de moteur pour que les aimants se mettent en route. Ici, on a besoin d'un moteur pour que ces aimants démarrent. Mais dès qu'il est en relation avec d'autres aimants, tous les autres aimants vont tenir compte et se mettre à tourner à leur tour sans aucune consommation d'énergie. Alors, si l'aimant que vous faites si l'aimant que vous faites tourner avec votre manivelle et le ressort s'arrête, à ce moment-là, le moteur s'arrête aussi. Bah, évidemment. Donc c'est pas un mouvement perpétuel puisqu'il faut en permanence une énergie pour faire tourner le premier. Je vous ai jamais dit que c'est un mouvement perpétuel. Je vous ai dit que l'univers fonctionne selon un principe de mouvement perpétuel et qu'on peut en utiliser certains principes dans le monde concret où il n'y a pas de mouvement perpétuel. Le jour où vous aurez compris ça, tout ira bien. D'accord, donc en fait c'est juste un système d'engrenage, quoi. Ça n'a rien à voir avec des engrenages mécaniques. C'est juste un moyen qui permet d'utiliser le fait que chaque aimant crée sa propre énergie et récupérer cette énergie pour faire de l'électricité. C'est un engrenage magnétique, on est d'accord. Évidemment, c'est un engrenage magnétique. Ça n'a rien à voir avec un engrenage mécanique. Donc il faut toujours une énergie à la base pour l'actionner. Et vous allez me faire répéter la même chose combien de fois? Est-ce que vous êtes en train de m'interviewer? Est-ce que vous êtes en train de défendre votre propre idée? Non, je cherche à comprendre. Bah, ça y est, je vous ai expliqué. Donc c'est bon, vous réécouterez la bande. D'accord. Merci. Donc vous présentez aussi un livre qui s'appelle La résistance humanitaire face aux reptiliens et au nouvel ordre mondialiste des Illuminati. C'est quoi les reptiliens? C'est pas le lieu de parler de ça. D'accord, très bien. Merci. Voilà, c'était pas le lieu pour en parler et pourtant le bouquin était sur la sur le stand. résistance aux reptiliens était sur le stand et tout ça c'était toujours présent aux convergences énergétiques. Donc voilà, ça fait flipper un peu quand même, hein, parce que les écolos, Areva et compagnie, ont souvent la fâcheuse tendance à les faire passer pour des obscurantistes illuminés, etc., etc. Mais alors quand on voit des trucs comme ça, moi franchement j'ai qu'une chose à se dire. Si je bossais pour Areva, là-dessus, bah voilà, tu vois, avec un festival de conneries pareil, par rapport à des présences de genre de conneries et d'individus dans des mouvements, va falloir des mouvements perpétuels et puis on peut perpétuellement être con aussi, quoi, tu vois. Et on reviendra donc, là-dessus. va falloir un peu redescendre sur terre, savoir que les luttes qu'on a amenées c'est des trucs sérieux, parce qu'aujourd'hui encore à Fukushima, il y a un salarié qui est mort d'une leucémie et puis comme par hasard, non, ça a rien à voir avec son boulot, figure-toi. Ça permet de ne pas se poser les questions de quelle énergie demain, puisqu'avec des charlatans comme ceux-là, on a l'impression qu'on a la solution toute faite. Je veux dire, avec du magnétisme ou avec d'autres conneries, on peut régler le problème de l'énergie, mais à profusion en plus, puisque c'est sans pollution, sans etc. Donc du coup, ça te permet de ne pas réfléchir vraiment à la problématique et à comment la résoudre. Et ces gens-là avaient pignon sur rue
organisaient des débats, discutaient, et que c'est vraiment un mélange de n'importe quoi qui permet au bout du compte de noyer complètement la problématique. Ouais, moi j'ai constaté ça aussi là, en étudiant Zeitgeist, les forums, les interventions de Zeitgeist, c'est cette espèce aussi de mouvement pseudo-New Age futuriste qui prétendent résoudre la crise énergétique avec des solutions clés en main, hyper technologiques d'ailleurs. C'est une espèce de technoscience et de technoscientisme assez hallucinant. Et plusieurs adeptes dans des vidéos récentes disaient que justement ce qui leur plaisait, c'est de ne pas être tout le temps contre, à critiquer, mais qu'il y avait aussi des solutions et que le mouvement leur apportait des solutions et que c'était ça qu'ils trouvaient vachement intéressant. Là, les solutions. Ouais, et ça c'est assez dangereux parce qu'effectivement ça marche beaucoup comme ça et c'est comme ça que ça rencontre son succès. Plus, je voulais aussi dire un truc parce que on a pris le petit prospectus puisque Zeitgeist, je sais pas comment on dit, était présent sur cette rencontre. Et ce qui est marrant, si tu veux, c'est qu'il mélange allègrement différentes problématiques parce qu'à la fois il dénonce effectivement l'injustice, la pauvreté, le fait que les richesses sont accaparées par une toute petite minorité, etc. Donc avec un discours qui peut être assez intéressant, tu vois, qui peut être alléchant. Et puis après, de l'autre côté, ça parle d'associations d'individus, de citoyens, bon, tu vois, il y a tout un truc avec les astres, les étoiles, tout est mélangé et du coup, les gens qui ont envie aujourd'hui de faire des choses et qui sont, je pense qu'il y a vraiment un vide dans lequel s'engouffre n'importe quel délire. Et que dans tous ces délires, je pense que pas mal de personnes qui ont envie de faire des choses mais qui savent pas trop par quelle boule prendre et qui ont peu de culture politique se retrouvent complètement noyées et puis, ma foi, aspirées par des mouvements comme ceux-là. Donc sur Zeitgeist, en fait, ils étaient pas sur un stand. Comme je disais, à ma connaissance, ils sont pas intervenus. Par contre, traînaient des petits flyers, des petits autocollants. C'est que ce genre de truc barré, c'est en train d'infiltrer un peu partout toutes les luttes sociales. Tout le champ social, en fait. Toutes les luttes. Je veux dire que dans toutes ces choses, il y a une espèce de grenouillage de tout et n'importe quoi, de choses qui peuvent être très intéressantes et d'autres moins. J'avais envie juste de revenir aussi, pour pas les épargner, sur les ONG, les grosses ONG qui sont très très largement subventionnées, parce que quand même Greenpeace était sur place juste avec un bar solaire. C'est-à-dire que quand même, si tu veux, des gens qui sont quand même gavés de pognon n'ont pas donné leurs moyens à des collectifs de base qui essayent de se coordonner et de voir comment renquiller la lutte dès septembre, puisque les machines vont se mettre en route pour forer et pour mettre dans le sol des produits chimiques pour extraire une quantité infinitésimale de pétrole. Ouais. Et ces gens-là, ils venaient avec quasiment rien. Ouais. Ils sont venus effectivement tenir un stand, faire un bar solaire, et toutes les ONG un peu importantes qui étaient présentes là-dessus, ont juste fait ça en fin de compte. On fait leur stand, on fait leur truc, voilà, après moi, sauf que déjà, il n'y a pas eu de... moi, j'ai pas vu vraiment... Si, j'ai quand même vu des gens réagir un petit peu contre ces trucs-là dans les conférences. Je me suis baladé, ce fameux Franck Hatem, là. Il faut savoir qu'il est un peu énervé, on l'entend dans l'interview, hein, il se met en colère. Mais s'il se met en colère, c'est parce que je suis venu le choper un peu avant, quand il m'a vu se pointer avec toi et le micro, il était pas tranquille parce que quelques heures avant, en fait, je suis venu l'asticoter avec Roland Desbordes, qui est le président de la CRIRAD, donc qui est quand même quelqu'un qui fait pas n'importe quoi, qui lui disait en fait au début il rigolait un peu, mais il disait mais vous connaissez sur un moteur les histoires de couple. Vous savez que vous pouvez pas démultiplier comme ça l'énergie à l'infini. C'est bien de passer des vitesses et tout. Sur un vélo, on connaît les poulies et tout, mais c'est pareil ça peut le faire avec des aimants. C'est un système d'engrenage, mais on démultiplie pas une force à l'infini. Ça n'existe pas. Voilà. Ouais. Donc ce Roland Desbordes, il s'est fait traiter de con, en gros, qui comprenait rien. Alors qu'il est physicien lui-même, c'est voilà, ça. Il est ingénieur en physique nucléaire, Roland Desbordes, donc il connaît un peu certaines histoires de sciences physiques. Mais bon, de toute façon, comme les physiciens n'ont rien compris aux forces de l'univers, qui sont magnétiques. Moi, j'étais énervé tout de suite en fait par rapport à ça. Et Desbordes, il en rigolait un peu. Puis il était avec un copain. Et en revenant du stand, quand même, le copain, il disait, mais putain, quand même, c'est inquiétant de voir ce genre de truc. Ça va pas dans notre sens quand même, quoi. C'est quand même un peu... Donc je pense que ce qu'on est en train de dire là, on est
quand même pas les seuls à l'avoir perçu, notamment sur... alors, je suis arrivé, j'ai raté des épisodes, mais je suis arrivé sur cette fameuse conférence, les énergies controversées. C'est quand même une conférence qui a valu le retrait de Fabrice Nicolino. Donc Nicolino, il est connu parce qu'il a écrit sur la lutte contre les pesticides, il a fait beaucoup sur les agrocarburants, il a été dans les premiers à dénoncer la connerie de ce truc-là. Il a aussi été assez actif, notamment sur la question des gaz de schiste, justement, puisque c'est un des premiers qui s'est élevé, qui a dénoncé ces permis d'exploration et d'exploitation dans le Larzac et dans les régions autour. Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez concerné par ces questions-là, et il était prévu et il n'est pas venu. Et il n'est pas venu parce que justement sur cette fameuse conférence énergie controversée, il y avait la présence d'un mec d'Alternative Libérale, un proche de Madelin, qui venait défendre les agrocarburants, c'est-à-dire l'utilisation des cultures de vivrières pour faire marcher des moteurs, pour faire marcher les bagnoles. Voilà, ça le débecte Nicolino, et du coup il n'est pas venu, et c'était lui ou l'autre mec, et c'était l'autre mec. Et moi j'aurais préféré que ce soit Nicolino qui soit là. Et l'autre mec, au passage, il s'est fait un peu casser, notamment par un Allemand, parce que les Allemands sur ces questions-là, ils sont aussi pointus, un peu pointus. Et ce qui est quand même un petit peu rassurant quand je te disais, c'est que le fameux Franck Hatem, là, l'énergie libre et tout ça, il s'est fait un peu démonter la gueule dans cette conférence. Et il y a notamment un autre intervenant qui s'est barré en disant non mais bon, moi je veux pas entendre des conneries comme ça, c'est même pas la peine de perdre du temps là-dessus. Il y a quand même eu... Bon, voilà, ce que je veux te dire, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir perçu ce qu'on est en train de c'est raconter. Positif, ouais. J'espère. Voilà. Mais en même temps, si tu veux, moi j'étais vraiment atterrée par ce retour en force du citoyennisme, de l'individu roi, et puis de cette croyance dans le fait qu'on peut se battre avec n'importe qui sur n'importe quoi. Et ça, on le retrouve de plus en plus, quoi. C'est-à-dire qu'on peut voir dans les manifestations, les réunions, des flics défiler, participer aux discussions, une espèce de mélange droite-gauche, le retour de l'apolitisme. Enfin bon, tu vois, après, là, il y avait vraiment une présence très très forte de tout ce qui est mystique, un peu, et puis de secte, de ce genre de personnages. Bon, il y a vraiment un mélange là qui peut être récupéré par n'importe qui aujourd'hui, et qui manque cruellement d'intelligence et puis de force, quoi. Comment avec ce qui s'est passé, que ce soit à Fukushima, qui se passe sur la question des gaz de schiste, mais pas seulement, parce que il faut aussi le relier à du politique, c'est-à-dire à des politiques qui aujourd'hui foutent en lettres les services publics. Il va y avoir la rentrée, il va y avoir les écoles, il va y avoir les hôpitaux, il va y avoir les chômeurs, il va y avoir le travail où il y a de plus en plus d'exploitation et de management, etc. Et toutes ces questions, tu as l'impression que, je sais pas, rien n'est relié, que c'est atterrant. On a l'impression qu'on démarre de zéro. Je veux dire, là, par exemple, il y a des gens, ils parlaient de coordination, mais comme s'ils avaient découvert la Lune, alors que des coordinations, il y en a depuis des années, que ce soit chez les lycéens, chez les infirmières, chez les machins, chez les trucs, comme s'il n'y avait aucune culture politique, c'est-à-dire aucun bilan, comme si à chaque fois les luttes perdantes repartaient de zéro. Il n'y avait pas de réflexion sur pourquoi ça a foiré, qui a trahi. Tu vois, donc du coup, à chaque fois, tu repars de zéro. Et puis, t'avances pas, quoi. Tu vas nulle part. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment assez délirant. Ça va nous demander beaucoup de réflexion, et puis de ressortir aussi un petit peu de textes qui ont été écrits, entre autres sur le citoyennisme, mais pas seulement, à mon avis, tu vois. Mais il me semblait, si tu veux, que sur la question de l'écologie, ceci dit, rien n'est tranché. On a de l'écologie socialiste, de droite, de ci, de ça, non reliée à un projet politique global et à d'autres réalités politiques. Nadia, d'extrême droite même, d'écologie, d'extrême droite, parce qu'on a quand même vu Marine Le Pen qui a réussi à dépasser Europe Écologie sur sa région du Nord, en passant devant eux pour s'opposer à une betterave OGM. Et dans le discours du Front National et de Marine Le Pen maintenant, il y a les questions de relocalisation de l'économie.
on a entendu beaucoup, on entend parler. Et puis bon, c'est un truc dans l'écologie, mais bon, c'est une espèce d'évidence, c'est que consommer des produits locaux, tu vois, pas faire venir tout ce que tu bouffes, tout ce que tu consommes à longueur du champ de l'autre bout de la planète, etc. C'est une espèce d'évidence. Ouais. Bon, mais à la sauce FN, ça donne le nationalisme, quoi. Ouais. Et là-dessus, le FN, par rapport au vieux borgne là, la Fifi, elle a compris, elle a bien compris tous ces trucs là, et elle a été conseillée notamment par un mec qui s'appelle Laurent Ozon. Celui-là, c'en est un avant de se retrouver au FN. C'est un mec, tu vois, comme ça, il s'est baladé dans des trucs écolos. Et il a participé à des conférences sur tout un tas de trucs écolos, etc. Et puis un beau jour, on l'a retrouvé au Front National. Et puis il a inculqué tout un tas de trucs à Marine Le Pen qui va sur ce côté-là, hein, sur l'écologie, sur l'environnement, sur la relocalisation. Là-dessus, ils vont y aller à fond. Et ça, c'est nouveau. C'est un peu nouveau au Front National. Tout ça, c'était complètement. L'autre, il était à l'ouest de ces trucs-là. Et c'est inquiétant. Alors après, ce fameux Ozon là, qui l'a conseillé là-dessus, il a démissionné, ou il a été démissionné du Front National parce que ce monsieur explique que la tuerie en Norvège là, c'est parfaitement finalement normal, explicable. Ça s'explique par l'immigration. Avec tous ces immigrés qui viennent, voilà. C'est normal que les gens s'énervent, tu vois. Voilà. C'est ce que le mec a dit quand même. Donc, et c'est ce monsieur-là qui a amené le Front National sur des questions écologiques. Je crois qu'il vient de chez Vechter avant, et il a un voilà, réseau social au sein de l'écologie et de la décroissance impressionnant, qui va de Serge Latouche, en gros, à la Nouvelle Droite. Donc tout ça, dans l'écologie politique, si tu veux, il y a beaucoup de merde. Et par contre, il y a aussi des gens qui sont un peu vigilants. Et on a eu notamment des gens comme Paul Ariès qui ont déjà réagi par rapport à ces histoires-là. J'espère en tout cas que ça va. Et puis moi, en tout cas, dans les gens que je connais, et puis sur ces questions-là, je vais pas m'asseoir, quoi. Ouais, non, mais il faut continuer à creuser là, parce que là, c'est du doux n'importe quoi. Et sur ce doux n'importe quoi, il y a l'idéologie d'extrême droite qui fleurit, et puis il y a les projets politiques actuellement du capitalisme qui fleurissent et qui ont un boulevard devant elles, qui peuvent et qui y vont direct. Parce que c'est vrai que quand tu vas dans ce genre de rencontre, je veux dire, que ce soit quelqu'un d'Areva ou un keuf moyen, il est mort de rire, quoi. Il se dit, c'est bon, là, on est tranquille, franchement, il n'y a pas de souci à se faire, quoi, sur la question. Parce que même sur la question, c'était assez marrant, parce que sur les formes de la lutte, que la lutte qu'elle allait prendre à la rentrée, je veux dire, les gens, ils s'en remettaient, si tu veux, aux techniques d'intervention des désobéissants et de Greenpeace. Je trouve qu'il y avait un stand de nos Passaran là-bas, sur place. Et donc, on a discuté avec l'une des personnes qui tenait la table, qui disait qu'ils avaient vraiment galéré pour avoir cet espace, parce que justement, comme la rencontre se disait apolitique, eux, ils étaient trop politiques. Le problème aussi dans cette histoire, c'est qu'il faut remettre en question le système électoral simplement aussi. Parce que tout le problème aussi de ça, c'est qu'effectivement, tant qu'on ne remettra pas ça en question et que ce système dit représentatif continuera à perdurer, à mon avis, cette question aussi continuera à perdurer. Ouais, parce qu'en plus, c'est vachement ambigu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, nous, on n'est pas représentés. Que ce soit qu'on soit de droite ou de gauche, nous, citoyens, ils se disent, on ne se sent pas représentés par les gens qu'on a élus. Bon, sur ce constat, il peut y avoir des choses intéressantes. Ça veut dire se réapproprier le savoir, se réapproprier le pouvoir politique, etc. Ça peut être intéressant. Seulement, la question de le cantonner au citoyennisme fait que, de toute manière, tu restes toujours dans un cadre légal qui fait que tu vas juste interpeller quelque part d'une manière plus ou moins nombreuse, plus ou moins virulente, tes représentants politiques pour leur faire entendre raison. Il y a une espèce de confusion là qui fait qu'on peut aller qu'on va nulle part, parce qu'il n'y a pas la volonté de construire vraiment une force capable de transformer les choses, d'imposer presque, j'ai envie de dire, par rapport au pouvoir en place, d'imposer une autre façon de vivre, de consommer, de travailler, etc. Donc c'est très 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 confus, c'est notre époque qu'il veut. 30 ans de misère politique, ça engendre un gouffre, un espèce de truc complètement insensé.
Et là, on pouvait que en faire le constat pendant ces rencontres. Et c'était intéressant parce que c'était une espèce de concentré, tu vois. Donc c'était complètement flagrant et ça te sautait à la gueule. Tu sais, waouh, putain, le constat, il est alarmant, quoi. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel à l'écoute de l'actualité des luttes. Donc on continue notre petit périple alezan et cette question de la citoyenneté nous turlupinait et on a eu envie d'aller demander à ces personnes des comités de base anti-gaz de schiste, notamment à une personne que j'avais vue intervenir sur ce débat sur les gaz de schiste, sur lutte, coordination, et qui avait donc parlé de cette question d'apolitisme, de citoyennisme, etc. Et donc, on a été laissé traîner notre micro, et puis on a été interrogé comme ça des gens sur qu'est-ce qu'ils entendaient par cette idée de citoyennisme, parce que pour nous, quand même, c'était quand même un petit peu embêtant, parce que ça posait plein de questions. On avait l'impression qu'il s'agissait de tous ensemble, les riches, les pauvres, les flics, les matons, les pourvoyeurs de nucléaire et autres saloperies, de se tenir par la main et de faire entendre raison à nos dirigeants qui portent leur raison au niveau de leurs intérêts, de leur porte-monnaie, on le sait bien. Donc on se dit bien aussi qu'après, que ce soit les mobilisations sur la réforme des retraites, etc., il va falloir peut-être être nombreux, intelligents, déterminés, puis voir un peu comment agir ensemble pour se faire entendre, quoi, vraiment, c'est-à-dire de ne pas laisser passer leurs projets mortifères plus longtemps. Alors donc, on se posait toutes ces questions, la question de l'apolitisme, comment se dépolitiser comme ça, et puis finalement de laisser la question politique à nos spécialistes et autres dirigeants et patrons d'entreprise. Donc il y avait ces questions-là. Et puis on se disait, mais quand c'est que c'est apparu cette histoire de citoyennisme ? Et je me disais peut-être que dans les années 89, en même temps que la chute du mur de Berlin, cette idée, il y avait les festivités autour de la Révolution française, et puis tout à coup est apparue cette histoire de citoyennisme, plus encore sur l'autel du consensus, tu vois, voilà, comme ça. C'est-à-dire qu'on était dans un système indépassable, peut-être le moins pire des systèmes selon certains, c'est-à-dire la démocratie, et qu'il s'agissait juste de le réformer, de l'humaniser, pour que ça se passe bien. C'était un peu la fin des idéologies, et puis la démocratie, le capitalisme tout puissant. Donc voilà, on avait envie d'interroger ces questions, mais dans un premier temps, laissons parler deux personnes qui tentent de nous expliquer pourquoi pour eux c'était important de dire que c'était une convergence citoyenne pour une transition énergétique. Toi, tu fais partie d'un collectif contre le gaz de schiste, ok ? Et donc hier, dans une intervention, tu as tenu à te présenter et à dire que tu étais apolitique. Qu'à partir du moment où on se souciait de la vie tout simplement commune, on faisait de la politique. Comment toi tu l'entends, et est-ce qu'il n'y a pas cette confusion entre politicard et politique, c'est-à-dire politique partitaire dans les partis qui existent, et à partir du moment où on ne fait pas partie d'un parti, on ne ferait pas de politique, alors que la politique, c'est pas forcément ça. Enfin bon, je te laisse m'expliquer comment tu vois le truc, parce que j'étais assez choquée qu'une militante, finalement, que quelqu'un qui s'implique, se dise apolitique. Alors, on n'est pas, c'est vrai que le collectif, même en soi-même, se revendique apolitique parce que les gens ne comprennent pas forcément d'autres mots. Étymologiquement, c'est vrai qu'apolitique, c'est pas adapté, puisque à partir du moment où on intervient dans la société, on fait de la politique. Mais on est sans couleur politique. Dans notre collectif, par exemple, on a des gens de tous bords, aussi bien sociaux, économiques et politiques. On a des gens de droite, de gauche, du milieu, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, des ex-marxistes, des trotskistes. Il n'y a pas d'importance avec ça. On s'entend sur un seul fil conducteur, la lutte contre les gaz de schiste. Après, on essaye, on rentre pas dans le débat politicien et politicard. On fait de la politique dans le sens où on revendique notre droit à donner notre avis, c'est vrai, mais on ne rentre pas dans la politique des partis, et surtout on échange principalement sur notre problématique anti-gaz de schiste, parce qu'on a beaucoup de gens même qui sont anti-nucléaires, etc. Ici on parle de convergence, c'est intéressant de faire de la convergence, mais on pourra jamais faire converger tout le monde sur toutes les choses en même temps. On n'a pas tous les mêmes idées.
Voilà. Donc nous, on s'en tient au niveau de notre collectif à notre lutte commune. Maintenant, on mobilise quand même pour la convergence, pour aller aider à Notre-Dame-des-Landes, pour aller aider les antinucléaires, pour aller aider les no-palmes. On mobilise, mais on force personne. Et donc, on garde cette notion, on l'appelle à politique à mauvais terme, mauvais escient, de citoyenneté, puisqu'on fait partie d'une société et on veut revendiquer notre droit à la parole, simplement. Je pense que c'est ça la citoyenneté pour nous, c'est en fait quelque chose comme la démocratie. Alors donc, ça voudrait dire que, pour moi, celui qui se définit aujourd'hui comme citoyen, c'est celui qui accepte les règles du jeu de l'État. Et si tu veux, qui accepte du coup la délégation de pouvoir et qui accepte finalement les règles du jeu, c'est-à-dire les règles du droit, de la légalité et puis de la délégation de pouvoir. Pour moi, c'est ça un citoyen. On est quand même dans une société qui se dit démocratique et on se rend compte qu'il y a gros problème pour que la base s'exprime. Et donc, toi, je ressens plus dans ta façon de parler, de dire on est citoyen dans le sens où on réclame ce droit à la parole. C'est ça. Mais donc ça veut dire que presque toi tu penses qu'on n'est pas dans une société démocratique alors ? C'est là le problème, c'est qu'on a le sentiment actuellement de ne pas pouvoir s'exprimer, en tout cas de ne pas être représenté. C'est de la politique ce que je vais dire. Ben oui. Même si le parti au pouvoir est le parti pour lequel on a voté, parce que c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont dans notre collectif, on n'a pas l'impression d'être représentés et d'avoir voix au chapitre, malgré que ça soit nos voix qui élus ces gens, ils ne portent pas notre parole. Voilà. Alors il y a, c'est vrai, des politiques dans notre mouvement, c'est vrai, mais on n'est pas récupéré. C'est pas parce qu'on est soutenu par des élus socialistes en Ardèche qui sont très, voilà, ou par des élus Europe Écologie Les Verts qu'on est absorbé. Le mouvement, il doit garder absolument cette base d'expression du citoyen qui n'est plus exprimée actuellement avec le gouvernement qu'on a, et peut-être même pas avant, parce que moi je suis pas si vieille que ça. Donc j'ai vécu la génération Mitterrand, je l'ai assez mal vécu aussi. Pour moi, on pouvait pas non plus s'exprimer. Pour moi, c'est pas qu'on n'est pas en démocratie, c'est que la démocratie n'est peut-être pas la solution, telle qu'elle est en tout cas. Vous avez vraiment tenu à cette histoire de citoyen dans l'intitulé du festival ? Oui, ça a eu une discussion autour de ça ? Je pense que ça s'est un peu imposé de soi-même, comme la notion de convergence. Il fallait, dans tous les mouvements de lutte actuels, pas que celui contre les gaz de schiste, ils revendiquent ce mot de citoyenneté. Alors aussi à mauvais escient, parce que il faut inventer un terme pour dire qu'on a le droit à s'exprimer et à être entendu, à être écouté. C'est ce que je faisais hier dans l'intervention que j'ai fait. Moi, le but de cette intervention, pour moi, c'était d'écouter les gens, parce que après tout, les gens n'ont qu'une envie, on l'apprend en communication, c'est parle-moi de moi, enfin en vente, parlez-moi de moi, je n'attends que ça. Donc et donc il faut les écouter pour les entendre et puis pour déceler ce qui est important, ce qui est de l'ordre de l'affectif, ce qui est de l'ordre de vraiment quelque chose de profond. Il faut déceler absolument ce que les gens ont au fond du cœur pour qu'ils se sentent entendus. Et quand ils se sentent entendus, ils sont apaisés. Et là, on n'est pas apaisé actuellement. Et je pense que les gens revendiquent cette citoyenneté pour être entendus, pour être apaisés. Mais plus qu'entendus peut-être, parce qu'entendu, ça suffit pas. Et que ça suive derrière, quoi. Je veux dire que ce soit pas seulement oui c'est ça, on vous a entendu, bon maintenant vous comprenez, vous êtes gentil, mais enfin il y a des intérêts qui sont un peu plus supérieurs, auxquels d'ailleurs vous ne pouvez rien comprendre, bien évidemment. Donc merci, au revoir. Ah oui, mais en fait on a même été très entendus sur le gaz de schiste. Et ils nous ont fait une très belle loi très rapidement, c'est quand même quelque chose de phénoménal, une loi qui se fait aussi vite pendant les vacances, au moins en partie, ça a quand même commencé que depuis le mois de mai, cette histoire de loi, 14 juillet, elle était applicable. Ils veulent nous faire croire qu'on est entendu, mais ils nous ont fait une loi qui ménage la chèvre et le chou, qui permet aux pétroliers de pouvoir contourner la loi et forêts. Les informations, moi, que j'ai personnellement, qui font assez flipper, c'est que les foreurs sont en place, ils sont en stand-by dans un coin de France, et qu'ils attendent qu'une chose, c'est que leur service communication leur dise ok, vous pouvez y aller, parce qu'il y a une information, des informations qui se fait à grande échelle actuellement, mondialement,
autour des gaz de schiste. Bon, c'est le problème que je connais le mieux, il se fait sûrement sur d'autres choses, mais il y a par exemple... C'est à peu près la même logique sur tous les sujets. Voilà, il y a un petit bouquin à colorier pour les enfants avec le petit dinosaure gentil qui dit avant c'était pas terrible, on vient, on fort, on s'en va, c'est super joli, il y a un arc-en-ciel, il y a un soleil. C'est comme EDF pour le nucléaire, hein. C'est magnifique. Voilà, hein. Tout est beau, il y a ça, ils ont créé un forum au Canada pour écouter justement les gens, pour interagir avec eux. Et toujours, eux, ils ont un service de communication performant, donc ils écoutent les gens. Il y a les foreurs qui font des courriers, etc., pour essayer de dire mais non, vous inquiétez pas, tout va bien aller. Le jeu il est sur la communication aussi. On est un petit peu boycotté par les grands médias. Sur le gaz de schiste, les Polonais, ils commencent déjà à être déçus. On leur a promis monts et merveilles, des trottoirs, des lampadaires, parce que c'est vrai qu'ils sont un petit peu sous-développés au niveau urbanisation, des emplois en pagaille, et effectivement, il n'y a aucun emploi. Sur 50 emplois que va avoir un puits de gaz de schiste, il va y en avoir peut-être 10 locaux, et 40, c'est des gars d'Haliburton ou de Breitling qui vont venir des États-Unis. Ah mais vous comprenez, il faut des ingénieurs, il faut voilà. Et puis performant. Voilà, il va falloir peut-être un balayeur, oui, ou quelqu'un pour ouvrir la porte le matin, ou quelqu'un pour transporter. Les transporteurs, oui, peut-être seront impactés. C'est une catastrophe parce que on promet monts et merveilles et rien ne sera tenu. Aux États-Unis, ils en sont revenus aussi. Mais citoyen, il n'y avait pas aussi cette idée de l'égalité derrière ce terme-là? Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire on restera dans le cadre légal. Voilà, j'ai failli le dire tout à l'heure, mais c'est ça en fait. Donc tu fais bien de me le redire. Il y a aussi pour l'instant, pour ce qui est du gaz de schiste, je connais pas suffisamment les autres luttes qui sont présentes sur la convergence. À mon avis, ils commencent à être obligés de passer du côté obscur pour aller au bout. Pour l'instant, au niveau du gaz de schiste, c'est vrai qu'on s'en tient à une mobilisation citoyenne, c'est-à-dire dans le sens que tu disais. D'accord, légal. On est d'accord, ouais. On revendique la parole et on revendique le fait de faire des actions qui restent pour l'instant citoyennes. Bon, on ira peut-être plus loin, mais pour l'instant, on est dans la légalité. Que la violence, c'est pas toujours les gens qui la cherchent. Hein. On peut aller plus loin sans violence. Il y a des notions non violentes. C'est la... Non mais je pensais plutôt, dans un premier temps, la violence, elle existe, elle est plutôt du côté de la répression, quoi, et de l'État. Ils font leur travail, c'est malheureux, mais moi on est très, même dans notre collectif, nos amis gendarmes, c'est nos amis, les RG, je sais plus comment ça s'appelle, les ex-RG, ils sont là tout le temps, on les connaît, ils se présentent, ils nous donnent leurs cartes, ils font leur travail, ça va quoi, pour l'instant on reste dans quelque chose de sain. Au niveau de l'échange. Maintenant, quand on a vu ce qui s'est passé avec les gens qui se sont fait gazer, là, des gens de 60 ans assis par terre qui sont complètement pacifiques. Il y avait un gars qui a gazé, les autres n'avaient pas l'air tellement d'accord. Hein. Mais ce genre de choses-là démobilise un peu les gens. Ça leur fait peur. C'est fait pour la violence, ça fait peur. Peut-être, oui. Et puis les bruits qui courent sur le décret où on a le droit de tirer à balles réelles. Et puis il y a quelque chose qui nous met assez en colère. C'est le nouveau décret qui est sorti pour dire que les associations de moins de 3 ans d'existence, moins de 2000 adhérents ne pourront pas avoir voix au chapitre pour les discours, les échanges, les tables rondes, les grenelles et tout ce qu'on veut appeler les états généraux sur l'énergie. C'est un décret qu'a fait passer Nathalie Kosciusko-Morizet. Ça met de côté évidemment toutes ces organisations non associatives, même pas associatives, à peine associatives. Non subventionnées, on va dire, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de subvention pour avoir autant d'adhérents. J'aime pas taper sur les autres, mais ça laisse la porte ouverte uniquement à des gens comme Greenpeace qui sont établis, des gens subventionnés qui sont presque des organismes d'État. Mais on en a besoin, ils sont là et c'est bien. À ce moment-là, s'ils étaient vraiment joué le jeu, ils diraient nos petits copains du collectif des gaz de schiste, venez chez Greenpeace et on vous prend. Voilà, on verra comment ça va se passer. Une autre manière aussi de vous empêcher de parler. Hein. Bien sûr, on est tout à fait conscient qu'on fait peur. On le sait. Et on en est content. Mais on fait peur, pourquoi ? Parce que la mobilisation, elle est citoyenne dans le sens où elle touche tous les gens. À tous les niveaux, sociaux, comme je disais tout à l'heure, professionnels, financiers. Énormément de gens surtout. Et surtout, il y a des gens qui n'ont jamais... Nous, dans notre collectif, on est 78. Aucune personne n'avait jamais manifesté de sa vie. Jamais. Nos petits Lozériens sont montés le 10 mai à Paris. Ils étaient 4. Sur les 4, il y en avait 2 qui n'avaient jamais été à Paris. Et c'est fou. Et quand on a fait la première banderole, c'était une émotion formidable, quoi.
Ah ouais. Et là, il y a beaucoup de femmes. À mon avis, il y a beaucoup de femmes avec des enfants qui viennent en famille parce qu'elles ont peur pour l'avenir de leurs enfants. Et des gens qui travaillent, des actifs. On n'est pas des activistes professionnels, on n'est pas une bande de gauchistes écolos professionnels à manifester tout le temps. On est des simples citoyens. C'est là aussi que la citoyenneté ressort. On est des simples citoyens au même niveau que tout le monde, tout un chacun. On est des Pékins moyens, comme on s'appelle. Et le Pékin moyen commence un petit peu à... Ouais. Non. Je te remercie. Sur l'affiche, il y a ce mot citoyen, rencontre citoyenne. Donc là, on discutait là avec, c'est quoi ton prénom ? Estelle. Avec Estelle, parce qu'elle disait, c'est venu presque naturellement ce mot, et pourtant c'est quand même un mot très très connoté, qui a fait polémique d'ailleurs il y a une dizaine d'années. Alors toi, tu le vois comment ? C'est pas évident, hein, le concept de citoyen, c'est pas évident. Tu vois. C'est bien que dans l'âme française, ça rappelle donc le symbole de 89. D'accord, c'est un titre un petit peu militant quand même pour faire appel à toute la population française en disant vous êtes tous des citoyens finalement, quelle que soit votre idéologie politique, vous êtes quand même des citoyens. Demande de positionnement en fait. Voilà, mais une demande de positionnement presque apolitique puisque c'était un consensus national. Alors on se disait que l'apolitisme tout à l'heure c'était un peu compliqué. À partir du moment où vous mêlez de la vie de la cité, vous faites de la politique. Bien sûr, mais un consensus, tout est politique hein, de toute manière. Non, on va pas faire ce débat-là, quoi, qui est vieux comme le monde, quoi. C'est marrant, mais c'est pourtant marrant de voir réapparaître ce terme apolitisme. Apolitique, je suis assez troublée moi, hein, parce que je le vois vraiment réapparaître de plus en plus dans l'activité politique. Bien sûr, le terme apolitique, c'est un piège à con. C'est justement pour dégager toute politique de la cité, tout engagement de la population pour exiger leurs droits, défendre leurs droits et même imposer leurs devoirs au besoin, c'est un piège à con le terme apolitique. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'apolitisme, hein, c'est ça. Alors bien sûr, la politique, c'est donc nous sommes les politiciens, nous savons, nous faisons, et vous, c'est l'apolitisme. Et donc, voilà, contentez-vous de vivre, on s'occupe de tout, quoi. C'est la délégation de pouvoir, hein. C'est la délégation de pouvoir dans ce système donc pseudo-démocratique, parce qu'en fait, une démocratie qui apparaît tous les 5 ans avec une délégation de pouvoir non impérative, finalement, c'est une classe politique qui se reproduit. Voilà, c'est tout, sans aucune intervention. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans le terme citoyen ce cadre légal que vous refusez de dépasser en utilisant ce terme ? Le terme légal. Le droit, rien que le droit. Moi, ce qui me plairait si on fait appel aux citoyens, ce serait plutôt intéressant de faire appel aux citoyens qui ont voté la Constitution de 1793, où justement, si leurs délégués, leurs mandataires qui étaient élus, ne respectaient pas les engagements de la population, donc la population, dans la Constitution de 1793 qui n'a jamais été appliquée, c'est bien dommage, on pourrait l'appliquer maintenant, a le droit de se révolter. Et puis aussi l'abolition des privilèges, je crois. Dans celle-là, et ça n'a jamais existé non plus. On parle de citoyens, mais en fait, c'est des citoyens qui sont quand même relativement soumis, pas fantoches, puisque, disons qu'ils sont citoyens, ils ont le droit de vote, voilà, donc c'est ça, le citoyen est réduit à l'état de vote sur un petit papier. D'ailleurs, on nous le dit souvent, hein, on nous le dit, vous n'avez qu'à bien voter. Quand il y a une grosse mobilisation, c'est vous n'avez qu'à voter l'année prochaine, hein, c'est pas la peine de vous remuer comme ça sert à rien. Hein. Réduire l'état de citoyen au bulletin de vote, c'est un peu limité, puisque en fait les citoyens sont citoyens permanents, mais en fait on dirait que ce sont des citoyens entre parenthèses qui ont le droit d'exister une fois à chaque... En fait des consommateurs. Ce sont le vote en tant que consommateur, et puis pour surtout maintenir au pouvoir une nomenclature, parce qu'il faut appeler les choses comme qui dirige à peu près tout le monde entier en fait. Se définir comme citoyen, il y a toujours cette ambiguïté de soumission, de délégation, de légalité, de droit, de tout ça derrière, qui peut quand même être un peu embêtant et gêner dans la lutte. Écoutez, si on prend le terme citoyen, non, citoyen, c'est l'individu, c'est donc le champ
d'intervention sociale de l'individu, puisque donc ça se détermine, c'est l'individu qui s'occupe de la cité, donc on revient donc au terme grec, qui s'occupe de la cité, et donc maintenant ça se passe essentiellement par délégation de pouvoir, mais dans le terme citoyen, il n'y a pas forcément délégation de pouvoir, c'est pas encore restreint. Maintenant que ça soit restreint dans la tête de certains, c'est fort possible. En même temps, dans ce titre mobilisation citoyenne, c'est pour justement rappeler aux gens que la citoyenneté, c'est pas seulement le bulletin de vote. Pour leur dire, mais quotidiennement, vous êtes des citoyens permanents. Soyez permanents. Occupez-vous des choses qui ne vous regardent pas, en fait, qui vous regardent, vous regardent. Bon, c'est quand même un peu ambigu. Mais je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci. Ah, mais c'est rien. Eh bien voilà, vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'actualité des luttes et on attend le coup de fil de Fabien. Je sais qu'il a écouté l'émission. Il n'y a plus qu'à prendre le téléphone et composer le numéro. Bonjour Fabien. Oui, bonjour. Bonjour. Donc nous, si on t'a demandé de téléphoner, c'est parce que d'abord tu étais à Lézan. Oui. On s'y est pas vu, là-bas. On ne se connaissait pas encore, on ne s'est pas rencontrés. Peut-être pour commencer, te présenter, j'ai dit que tu faisais partie d'un collectif Stop au nucléaire. Oui, donc je fais partie du collectif antinucléaire de Saône-et-Loire. Donc c'est une région où on n'a pas de centrale. Mais donc on s'est créé suite à l'accident de Fukushima. On s'est dit non, là ça suffit, il y en a marre. Et donc, progressivement, on s'est rapproché donc de Stop Nucléaire, qui est donc une nouvelle coordination qui s'est créée, qui demande l'arrêt immédiat du nucléaire et qui regroupe notamment une partie de collectifs qui faisaient jusque-là partie du réseau et qui l'ont quitté et qui se sont joints à Stop Nos gens, qui lui n'a jamais voulu faire partie du réseau. Tu parles de réseau, le réseau ? Le réseau Sortir du nucléaire, pardon. D'accord. Oui. Et donc voilà, donc on s'est retrouvé un peu là-bas pour faire valoir cette idée d'arrêt immédiat et non pas de sortie, puisque la sortie c'est un truc complètement illusoire. On sort pas du nucléaire puisqu'on l'aura pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, c'est plus une question. L'arrêt du nucléaire n'est plus une question énergétique, mais une question de survie, enfin d'évidence par rapport à la catastrophe qui s'est passée. C'est bon, voilà, donc ça suffit, on s'arrête là et on passe à autre chose. Ouais, je voulais juste te poser une question, c'est qu'en fait, sur les ans, il y avait un peu, plein de gens, puisque la question du nucléaire était tout à fait abordée lors de cette convergence. J'imagine qu'il y avait un petit peu toutes les tendances, stop maintenant, sortir progressivement. Enfin bon, il y avait un peu toutes ces tendances. Comment toi, tu as perçu la discussion qui a eu lieu, je crois que c'est le samedi après-midi. Tu as trouvé ça intéressant, d'un niveau intéressant? Déjà, il y avait un truc qui était assez bizarre dans la chose, c'est qu'il y a eu deux débats qui ont été menés en parallèle, un sur l'arrêt immédiat et un sur sortir du nucléaire. Ah, c'était pas en même temps? Non, il y a eu, et après il y a eu un autre débat qui remettait en jeu l'arrêt. Donc c'était déjà, pour quelque chose qui se dit être une convergence, c'est un peu bizarre. On peut se demander pourquoi faire ce genre de manipulation. Donc nous, ce qu'on a un peu noté par rapport à l'ambiance générale, c'est que quand on est arrivé le vendredi avec notre discours sur l'arrêt nucléaire, on nous a assez vertement rejeté. Et que progressivement, étant donné qu'on a amené des arguments, les choses ont un peu changé. Donc quand on s'est retrouvé, quand Jean-Luc Pasquinet, donc qui a Stop Nos gens et qui fait partie de Stop Nucléaire, s'est retrouvé à parler avec Stéphane Lhomme d'une sortie courte, disons, puisque l'homme est pour une sortie courte. Là, d'un seul coup, les choses se sont inversées. Et les gens du réseau Sortir du nucléaire, qui jusque-là étaient plutôt calmes, se sentaient chez eux, ont d'un seul coup vu qu'il y avait une courant de pensée qui commençait à se dessiner, et qui n'était pas propice à leurs propos, qui en fait, pour nous, un propos directement calqué sur celui des Verts, quoi.
Donc du coup, toi, ce que tu dis, c'est ça valait le coup d'y aller parce que au moins comme ça, il y a eu discussion, il y a eu rencontre, il y a eu échange de points de vue et finalement dans cet échange de points de vue, voilà, il y a quelque chose qui avance, qui évolue et bon, et c'est plutôt positif, quoi. Disons, oui, d'une certaine manière, oui, mais c'est un peu contre toute attente. C'est-à-dire que moi, en arrivant là-bas, j'avais un peu l'impression d'être dans la nef des fous de Kaczynski. C'est-à-dire que c'est un bateau qui fonce droit sur les icebergs et seul le mousse dit mais on va vers les icebergs et tout le monde dit moi j'ai mes gaz de schiste, moi j'ai mes énergies renouvelables, moi j'ai ma sortie en 30 ans, etc. Alors que d'un autre côté, il y a maintenant, plus présent qu'auparavant, le risque de l'accident nucléaire qui est pour nous la marque évidente de l'échec de la société industrielle. Voilà. Ça vous a permis aussi du coup de rencontrer plein de gens que vous auriez peut-être pas rencontrés s'il n'y avait pas eu cette convergence. Oui, un petit peu, pas tant que ça. Enfin, moi, je suis resté à notre stand pendant la plupart des débats parce que, je suis allé faire des tours, mais à chaque fois, je trouvais ça tellement affligeant que ça me faisait me retourner dans mon refuge. Bon, du coup, j'ai vu un peu plus le folklore qu'il y avait autour, donc que vous avez décrit précédemment, qui n'est pas tellement guéri de ma consternation. Moi, j'ai trouvé ça assez affligeant. Alors effectivement, il y a eu quelques rencontres, quelques contacts qui ont été pris, donc ça c'est toujours quelque chose qui est valable. Mais je me demande si c'est vraiment l'endroit en fait. Bon, après il n'y a pas beaucoup d'autres endroits. Il faut dire que nous on arrivait aussi avec une certaine réticence vis-à-vis de ce qui se passait sur les comités gaz de schiste, puisque on a des amis qui soit y participent, soit ils y ont participé, ils en sont partis assez vite. Et c'est vrai qu'il y a un côté NIMBY, donc passage chez moi, qui est très très présent dans les comités gaz de schiste. Et donc là, on se demandait justement où on allait. Disons que ça a été partiellement vérifié, quoi. Et donc quand nous on est arrivé à dire puisque vous voulez des solutions par rapport à l'arrêt du nucléaire immédiat, on dit non, il faut passer par les énergies fossiles. Alors là, donc c'était d'un seul coup, c'était le tollé. Alors que les Allemands, eux, passent par là et on ne leur dit rien. Ils ont réussi à sortir du nucléaire. Fossile, tu veux dire le fossile, c'est aussi le charbon ? Ouais, c'est le charbon. D'accord. Le gaz, c'est le pétrole. C'est tout ce qu'on peut pour une transition. Là, pour le coup, on parle de transition. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, l'espèce de charlatanisme qu'il peut y avoir autour d'énergie un peu comme ça, magnétique ou je ne sais quoi, fait que du coup, on ne se pose pas les vraies questions. Ok, on arrête le nucléaire. Ok, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on met à la place ? Et toutes ces questions-là, comme il y a des charlatans qui répondent pour les autres, c'est bien pratique. Comme ça, on a juste à dire non, on ne veut pas de ça, et puis point barre, on rentre chez soi, quoi. Cela, d'autant plus que il y a toute une partie des gens qui se battent sur le terrain de l'écologie qui s'accrochent bec et ongle au scénario négawatt, qui est un scénario qu'on peut même sur certains côtés qualifier de totalitaire, mais qui est surtout un scénario très long. Si on veut arrêter le nucléaire, c'est pas comme ça, c'est pas sur un scénario très long. C'est-à-dire qu'on a toutes les chances en 30 ans de voir un nouvel accident arriver, et très certainement en France. Tu es resté jusqu'au bout, jusqu'au dimanche ? Non, je suis pas resté le dimanche, mais par contre j'ai une relation un peu de copains de Stop Nucléaire qui sont restés. Alors là, donc ça s'est fini d'une manière complètement, on peut dire, consternante. C'est-à-dire que dans la réunion de synthèse, ils avaient gardé la question du nucléaire pour la fin parce qu'ils savaient pas trop quoi dire. C'est bien embêtant cette question, hein. Oui. Et donc il y a une membre de Stop Nucléaire de Marseille qui du coup a proposé une motion qui était l'arrêt immédiat. Et donc là il y avait 300 personnes qui étaient essentiellement des militants d'attaque et du réseau à sortir du nucléaire, qui contre toute attente ont presque voté à l'unanimité l'arrêt immédiat du nucléaire.
Super, écoute. Et donc, donc là, les organisateurs, les gentils organisateurs, ont dit ah ouais, mais c'était pas prévu au programme. Nous, on était aussi dans l'organisation puisqu'on était aux réunions de préparation, et donc là ils ont été obligés d'accepter plus ou moins les choses, et ça a failli tourner au pugilat, les gens commençaient à s'étriper et tout, et donc il a fallu que nous on calme le jeu dans cette assemblée, et donc ça a fini par dans la motion de synthèse, c'est arrêt du nucléaire civil et militaire, mais pas immédiat. Le plus vite possible. Ouais, voilà, ouais. Donc je sais pas maintenant ce que ça va donner, mais même cette conclusion est assez à l'image du n'importe quoi que ça pouvait